Bonjour à toutes, merci d'être avec nous. Nous sommes le mercredi 18 septembre 2024 et nous sommes ensemble pour un webinaire qui s'intitule Cultiver ses relations pour une meilleure gestion. Avec nous, nous sommes avec Véronique Dupont qui est au Centre de services à l'emploi, CSEPR, si j'ai bien dit l'acronyme, qui se trouve un peu plus donc à l'est de Toronto, plus exactement dans... Vas-y, Véronique, vous êtes Euh, l- exactement... oui, dans Prescott Russell, dans l'Est Ontario. Ok, voilà, à Prescott, Russell. Donc voilà, moi c'est Leïla Duranté et je serai votre hôte ce matin. Et juste pour rappel, Paro, nous sommes une organisation à but non lucratif qui aide les femmes entrepreneurs à faire croître leurs entreprises et nous le faisons de deux manières. Nous le faisons à travers de l'éducation commerciale en business et également avec de l'accès au financement pour vos petites entreprises. Sur ce, je ne vais pas tarder plus sur cela. Je repasse la main à Véronique. Merci. Merci Leila. Donc bonjour à vous toutes et toutes, dans le fond, qui vont être plus dans le fond, qui vont revoir ça en rappel. Donc, un petit peu pour me présenter, moi, mon nom, c'est Véronique Dupont. Donc, je suis agente de développement économique communautaire pour le Centre de services à l'emploi. Donc, mon rôle est vraiment au niveau du service aux employeurs. Donc, formation, recrutement, etc., à notre bureau de Hawkesbury. Donc, aujourd'hui, dans le fond, j'ai été invitée pour vous parler de comment cultiver ses relations pour une meilleure gestion. Donc, comment, en tant que gestionnaire, d'être capable de cultiver les relations interpersonnelles et professionnelles avec ses employés pour faciliter, dans le fond, vos tâches au niveau de la gestion. Parce que c'est sûr que quand on a une équipe qui se tient, où nos relations entre nous sont plus faciles, ben, veut pas, à ce moment-là, ça améliore aussi notre gestion de nos employés et ça rend notre vie beaucoup plus facile. Donc, les objectifs, dans le fond, de l'atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment reconnaître ces biais inconscients. Hein, parce que dans le fond, notre cerveau, selon comment on a été programmé, hein, comment on a été, dans le fond, notre vécu, etc., va vraiment aller jouer sur nos billets inconscients. Donc, c'est des billets qu'on a qu'on ne se rend pas compte, mais c'est important, dans nos relations interpersonnelles ou professionnelles, c'est important d'aller les reconnaître, ces billets-là, puis de voir qu'on a peut-être une opinion biaisée dans le fond de la situation ou de la personne. Ensuite aussi, on va voir comment vous pouvez, à l'aide de ça, améliorer, dans le fond, vos relations de travail avec votre équipe. Aussi, comment aller chercher le plein potentiel de vos employés en améliorant, dans le fond, vos relations avec ceux-ci. Puis aussi, améliorer vraiment la performance et la cohésion des équipes dans votre entreprise. Donc, les étapes, dans le fond, que je vais vous présenter aujourd'hui. La première étape, dans le fond, c'est d'identifier ses billets. Hein. Comme je vous avais expliqué, notre cerveau a été programmé d'une certaine façon. Donc, c'est d'aller identifier quels sont nos billets, puis comment ceci joue sur nos relations interpersonnelles. Ensuite, comment cultiver ces relations, hein, comment arriver à les améliorer. Aussi de choisir le courage, puis de mettre en œuvre, dans le fond, dans le cycle de gestion des talents dans votre entreprise. Donc, c'est les étapes qu'on va voir ce matin. Donc, pour identifier les billets. Donc, comme vous avez vu dans le petit chose, c'est pour vraiment aller mettre la loupe hein, sur des choses qui sont peut-être pas claires ou inconscientes. Donc, pour identifier ces biais, je voulais premièrement vous introduire dans le fond, docteur Tiffany Janin, qui est dans le fond un auteur, PDG, entrepreneur social, qui a vraiment dit ceci sur les biais. Donc, tout le monde est biaisé. La vérité est que nous nourrissons tous des suppositions inconscientes qui peuvent entraver nos bonnes relations, nos bonnes intentions et nous empêcher de construire des relations authentiques avec des personnes différentes de nous.
Avec une meilleure conscience de soi, nous pouvons contrôler les réactions instinctives, hein, parce que je vous avais dit, c'est vraiment inconscient, c'est pas des choses qu'on se rend compte. Vaincre la peur de l'inconnu et la fermeture d'esprit. En fin de compte, notre message central est le suivant. Vous n'êtes pas le problème parce qu'on n'est pas conscient, mais vous pouvez être la solution. Donc, vous allez voir que je vais introduire un petit peu une image aujourd'hui. Dans le fond, je vais pas mal vous voir vous montrer que oui, on a un cadrage, mais il faut apprendre à se recadrer. Donc, j'ai mis un petit peu ma caméra vidéo parce que c'est comme un petit peu comme dans les films, hein. Quand on écoute un film, surtout horreur ou peu importe, souvent la caméra va nous montrer un premier plan au début, hein. Donc, souvent, on voit comme l'héroïne qui est par exemple, dans une pièce, puis on voit seulement qu'elle qui se promène ou etc. Puis à un moment donné, oups, la caméra va faire un autre cadrage. Puis là, oups, en tournant, on va voir que le méchant ou la personne est comme dans le coin de la pièce, mais que l'actrice ou l'acteur ne le sait pas encore. Donc, c'est un petit peu ça aujourd'hui que je vais vous introduire, c'est que oui, des fois, notre caméra voit qu'un cadrage, hein, voit qu'une chose, mais c'est important de consciemment de reconnaître ça, de dire, OK, peut-être qu'il faut que je change mon focus, peut-être qu'il faut que je me recadre. Donc, dans le fond, souvent, avec les biais inconscients, hein, c'est qu'on a le cadrage, ah non, je ne suis pas biaisée. Moi, mon processus de recrutement est vraiment là, ouvert à tous. J'ai pas de mon point de vue est vraiment objectif, j'accepte tout le monde, etc. Puis ça, on entend ça souvent. Ce que j'aimerais comme vraiment vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que recadrez-vous, puis dites-vous, tout le monde a des biais, y compris moi. Puis c'est vraiment, je réfléchis activement à la façon dont ces biais entrent en jeu dans les choix que je fais. Donc, je peux peut-être vous raconter une petite histoire, par exemple. Dans un livre que j'ai lu, il y avait une gestionnaire qui expliquait qu'elle était tout récemment devenue gestionnaire, puis elle devait remplacer quelqu'un dans son équipe. Puis là, dans le fond, elle a rencontré une dame en entrevue qui l'a avisé qu'elle était enceinte pendant l'entrevue, etc. Ça l'avait vraiment cliqué, elle pensait vraiment avoir trouvé la personne. Puis quand elle a eu cette information-là, sans s'en rendre compte, elle a comme développé un billet parce qu'elle est allée voir après ça son directeur, puis elle lui a dit, écoute, la seule candidate que je pense que ça fonctionnerait, ben, elle est enceinte, puis là, ben, ça va faire de l'argent pour l'entreprise, elle va prendre congé, elle va avoir beaucoup de rendez-vous, puis là, elle avait comme plein de billets, hein, parce qu'elle, on dirait que c'était comme, ben, une dame qui est enceinte, ben, c'est parce qu'elle va partir bientôt, puis elle sera pas efficace, puis ta. Puis là, son directeur, ben, il l'a aidé à recadrer un peu. Puis il lui a dit, hey, écoute, est-ce que tu te souviens la dernière employée qu'on a embauchée qui était enceinte? Puis là, ça l'a comme frappé, puis elle a dit, ouais, elle dit, c'est vrai que c'est moi la dernière employée que vous avez embauchée lorsque j'étais enceinte. Puis là, ça lui a fait penser à plein de choses, puis elle a dit, ouais, c'est vrai que je prenais mes rendez-vous en dehors des heures de bureau. Ouais, c'est vrai que pendant le peu de temps que j'étais là, j'avais fait vraiment un bel impact, puis vous aviez hâte que je revienne. Tu sais, fait que c'était toutes des choses qu'à un moment donné, elle réalisait, hey, j'étais vraiment dans un biais inconscient. Donc, on en a tous des biais comme ça. C'est vraiment d'apprendre à recadrer là, notre caméra pour dire, OK, peut-être que j'ai un biais ici, peut-être que mon opinion et par rapport à quelque chose que j'ai vécu, etc. Donc, comment je peux recadrer ma caméra vidéo. Donc, vous allez voir que je vais utiliser cette image-là souvent euh, pendant la présentation. Donc, comme je vous disais, nos billets, hein, eh ben, ils viennent pas de la magie, hein, ça vient de vraiment notre identité. Hein. C'est là un petit peu que nos billets ont été formés, puis que c'est des choses qu'on a des lignes de pensée, des opinions, etc. Puis ces billets-là, ben, ils sont vraiment construits par rapport à nos expériences. Hein. L'information qu'on reçoit aussi, hein, quand on est gestionnaire, on reçoit beaucoup d'informations, des fois d'autres collègues ou des informations de d'autres entrepreneurs ou des choses comme ça. L'éducation aussi va venir affecter nos billets. Le contexte, hein, le contexte dans lequel on est au moment où on rencontre cette personne-là ou le conflit ou la situation dans laquelle on est. La culture aussi hein, peut avoir certains
certains effets là, sur les billets qu'on a grandi avec ou etc. Puis vraiment les traits de caractère innés aussi. Donc ça, c'est toutes des choses qui viennent bâtir votre identité, puis c'est toutes des choses qui viennent affecter les billets, dans le fond, inconscients qu'on peut avoir dans notre cerveau là, ou dans la façon qu'on voit les choses. Euh, Ce que j'aimerais aussi vous introduire ce matin, c'est le paradigme de la personne complète. Donc ça, on le fait souvent en recrutement. C'est quelque chose, hein, parce que c'est sûr que quand on rencontre une personne pour la première fois, ben, c'est souvent la première impression, hein. Donc, c'est vraiment, on voit qu'une partie de l'employé ou de la personne qu'on veut recruter. Donc, souvent, on va voir hein, la partie, j'aime ça, mettre l'image d'un iceberg. Hein. Donc, il y a la partie qui est au-dessus de l'eau, puis souvent, quand on fait des entrevues ou qu'on commence un recrutement, ben, c'est souvent cette partie-là qu'on va voir en premier. Hein. Donc, l'âge de la personne, la race, le genre, la culture, la capacité physique. Donc, c'est vraiment plus des choses externes hein, qu'on va identifier. Hein, comme madame que je parlais, hein, ben, elle a vu, la première chose qu'elle a vue de la partie émergée, ben, c'est le ventre de la personne hein, qui était enceinte. Donc, ce que j'invite, puis là, souvent, c'est avec le paradigme de la personne complète, c'est qu'on pense que c'est ça qui définit la personne. Hein? Tu sais, combien de fois qu'on a fait des entrevues, la première impression, la personne a l'air nerveuse, fait pas de contact visuel, ou etc. Ben là, on se dit, OK, ben, ça définit cette personne-là, puis ça veut dire que c'est une personne qui est nerveuse, qui n'a pas confiance en elle, ou etc. Ce que j'inviterais à vous à faire, c'est de peut-être dire, OK, il y a peut-être une partie immergée que je dois aller connaître, que je dois aller questionner pour aller valider est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort. Donc, d'aller mettre l'accent, OK, ben, l'éducation, hein, les compétences, la famille, hein, peut-être aller plus au niveau personnel, la personnalité, l'expérience, hein, puis peut-être la richesse qu'elle peut peut-être amener à votre entreprise ou à votre organisation. Donc, c'est d'aller creuser un peu plus avant de vous faire une opinion négative, dans le fond, de la personne. Donc, ce que je vous invite à faire ce matin, puis à réfléchir, c'est de vraiment trouver l'origine de vos billets. Hein? C'est vraiment essayer de rendre l'inconscient conscient. Donc, pourquoi quand je rencontre un certain type de personne ou comme madame hein, euh, quand elle a interviewé la dame enceinte, ben, d'où ça vient ce billet-là? Pourquoi qu'elle a ce billet-là? Est-ce que c'est parce qu'elle a eu des expériences passées avec d'autres employés ou que c'est quelqu'un comme qu'elle entend tout le temps ça, hein? Ah, ben moi j'ai embauché quelqu'un enceinte, c'est sûr, après un mois, est parti. Tu sais, comme est-ce que c'est des comme d'où ça vient, ce billet-là? Puis là, à ce moment-là, quand on identifie d'où ça vient, bien, on est plus capable de voir, OK, je vais être capable de travailler ce billet-là pour m'assurer que ça ne revienne pas teinter, dans le fond, mes décisions au niveau de ma gestion. Donc, comment le cerveau crée des billets? Ben, c'est sûr qu'on a 3 niveaux, hein, au niveau de notre cerveau. On a le cerveau primitif, qui est vraiment nos instincts, etc. On a le cognitif, hein, qui est tout ce qui est mathématiques, etc., nos compétences techniques et tout ça. Puis on a vraiment aussi le niveau émotionnel. Puis ce qu'on remarque, c'est que souvent les billets sont plus du côté émotionnel. Hein. C'est souvent des billets qu'on a au niveau de notre cerveau émotionnel. Puis qu'est-ce qui est important aussi, c'est vraiment la sécurité psychologique au travail. Hein. C'est la certitude de ne pas être puni quand on commet une erreur va vraiment aller aider euh, à, à admettre ces billets-là. Donc, dans le fond, ici, la neuroplasticité, c'est que au niveau de vos relations avec vos employés, où on remarque une zone de détérioration de la performance, puis aussi de l'apprentissage de l'équipe, de l'adaptation de l'équipe, c'est quand il y a un environnement de travail au niveau des relations ou des choses comme ça, où les gens se sentent insultés, les gens se sentent harcelés, méprisés. Donc ça, c'est toutes des attitudes qui font que l'employé va avoir une zone de détérioration de la performance ou de son appartenance à l'équipe. Où on voit que c'est plutôt comme une zone de limitation. Hein? C'est comme
Ben, c'est vraiment les mots, hein. On l'ignore ou on le tolère, hein. Au niveau des relations là, avec l'équipe, cette personne-là va se sentir peut-être ignorée ou tolérée, hein. Bon, c'est bien elle, est comme ça, et cetera. Ben là, c'est vraiment une zone de limitation. Donc, l'employé n'est pas capable de vraiment se développer au niveau de sa pleine performance. Donc, tantôt, quand je parlais des fois les biais qu'on a envers cette personne-là, si on pense, ben, tu sais, ah, il y a rien à faire ou et cetera, puis on a un biais, ben, des fois, on est vraiment dans nos zones de limitation ou de détérioration, là, dans le fond de la relation et d'aider la personne à devenir performante. Où on voit que les relations ont vraiment un impact sur la zone de haute performance, ben, c'est quand les gens se sentent appréciés, hein, que les gens se sentent félicités, puis au maximum qu'ils se sentent impliqués. Donc, quand ils sentent qu'ils sont impliqués au niveau des décisions, qu'ils se sentent impliqués au niveau de la relation avec vous en tant que gestionnaire, ben, c'est là qu'on voit qu'il y a le plus d'impact au niveau de la zone de haute performance des employés. Donc, pour assurer vraiment la sécurité dans l'équipe, c'est sûr que vous, hein, vous incarnez un petit peu le pouvoir au niveau de l'entreprise, hein. Vous êtes la personne qui est la gestionnaire ou et cetera. Hem, donc ce qui est important de voir dans cette sphère-là, ben oui, hein, vous avez probablement l'autorité officielle dans l'entreprise, hein. Donc c'est vous à qui, les gens se tournent pour les décisions finales ou des choses comme ça. Ce qui est important aussi de voir au niveau d'assurer la sécurité dans l'équipe, c'est vraiment de travailler aussi sur l'environnement de travail. Donc de s'assurer, hein, comme on a vu les zones de haute performance, ben, que les gens se sentent appréciés, hein, que l'environnement de travail soit, sans biais, hein, que les gens comprennent, que peut-être l'opinion qu'ils ont envers un X ou à l'autre, collègue de travail, ben, ah, ça vient peut-être d'un biais ou et cetera. Donc l'environnement, la préparation aussi. L'intégrité, donc comment vous êtes intègre aussi avec l'équipe. L'émotion, hein, comme je vous avais dit, les biais souvent viennent d'une émotion ou de quelque chose qu'on a vécu au niveau de notre expérience ou et cetera, qui a peut-être eu un impact ou une émotion négative. Euh, donc, c'est important quand on assure la sécurité de ne pas laisser ces émotions-là teinter justement euh, la relation ou ce qu'on essaie de créer avec l'employé. Puis aussi de venir à des conclusions, hein. Souvent, nos biais, c'est l'effet qu'ils ont sur nos relations. C'est qu'on a une pensée, hein, comme madame, pensez-y, mon histoire de tantôt, euh, que la dame, tu sais, tout de suite, elle a venu à la conclusion, ah, ben, elle est enceinte, elle est pas apte à venir travailler ici parce que ça va juste apporter d'autres soucis ou d'autres problèmes. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas aller tout de suite à des conclusions euh, trop hâtives. Donc, qu'est-ce qui est les pièges des billets? Dans le fond, il y a différents billets. Donc, il y a différentes sortes de billets qu'on peut expérimenter. Premièrement, il y a l'excès, tous les billets qui sont par rapport à l'excès d'information. Donc, on a des billets de confirmation. Les billets de confirmation, c'est, admettons qu'on s'est fait une opinion d'une personne. Donc là, notre billet va aller chercher seulement que les choses qui confirment l'opinion qu'on a de cette personne-là. Donc, par exemple, hein, si vous avez un employé où la relation est peut-être plus difficile, ben là, on va aller par notre billet de confirmation, on va aller voir, OK, ben, elle ne m'a pas dit bonjour ce matin. Quand je lui demande de faire des choses, c'est tout le temps, elle roule les yeux. Donc, c'est qu'on va aller voir que les comportements ou les choses qu'on reçoit qui confirment notre opinion ou notre billet qu'on a. Le billet d'ancrage aussi, c'est un petit peu la même chose. C'est que dans le fond, on reçoit une information ou et cetera qui vient ancrer, euh, dans le fond, cette opinion-là. Puis c'est ce qui va vraiment teinter. Puis c'est vraiment aussi le biais d'ancrage, c'est le fameux première impression. Hein, donc, on a eu cette première impression-là de cette personne-là. C'est notre biais d'ancrage qui va venir vraiment teinter le reste de notre opinion de cette personne-là. Les sentiments avant les faits. Donc, ça, c'est quand même intéressant. On n'a même pas, des fois en recrutement, on n'a même pas encore rencontré la personne qu'on va passer en entrevue, mais on a peut-être déjà un biais envers cette personne-là. Puis ça peut être un biais qui est positif autant que négatif.
Puis ce qu'on remarque souvent au niveau de ces billets-là, c'est des billets au sein d'un groupe. Hein, donc, admettons, je ne sais pas, moi, vous rencontrez quelqu'un en entrevue, puis c'est quelqu'un que votre équipe connaît. Puis là, ils vous disent tout plein de belles choses sur cette personne-là, puis ils vous donnent vous avez déjà un sentiment positif avant d'arriver en entrevue. C'est sûr que vous passerez probablement pas la même entrevue avec cette personne-là qu'avec, par exemple, le contraire, que vos employés, vous rencontrez une autre personne, puis ils vous disent que du négatif de cette personne-là avant même que vous l'ayez rencontrée. Vous pourriez peut-être avoir les mêmes réponses des deux personnes, exactement la même entrevue, mais seulement parce que vous avez des sentiments différents au moment où vous commencez l'entrevue, euh, votre perception ne sera pas la même. Euh, Puis ça, souvent, on voit ça. Un autre exemple que je pourrais vous donner de ce biais-là, c'est souvent dans l'enseignement, on voit que ce biais-là a un impact euh, sur, par exemple, les élèves. Parce que, mettons qu'il y a un élève qui commence la maternelle, c'est un élève qui est turbulent, qui souffre peut-être d'hyperactivité ou des choses comme ça. Là, les enseignants, ça se parle entre eux, hein. Donc là, l'enseignant de maternelle sait qu'il s'en va en jardin l'année prochaine, va voir sa collègue. Ah, écoute, ce petit gars-là, va falloir que tu fasses attention, souffre d'hyperactivité, Puis là, déjà en septembre, quand l'enfant entre dans la classe, bien souvent, le prof va déjà avoir un billet, va déjà sentir que lui, il faut que je le surveille ou lui, il faut. Hein, donc, ce billet-là existe, puis on le voit vraiment là, dans différentes sphères. Le biais de négativité, ben, c'est un petit peu hein, la même chose, c'est qu'on a déjà peut-être un sentiment négatif hein, la première fois qu'on le rencontre ou des choses comme ça, puis que là, ça va aller teinter vraiment notre sentiment négatif, va vraiment aller teinter le restant là, de la rencontre ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment une question aussi de, par exemple, j'ai vécu une mauvaise journée aujourd'hui. Ma patience est à zéro, ça va mal au bureau, je viens de perdre un contrat qui était comme essentiel à mon entreprise ou etc. Puis là, j'arrive à l'épicerie, je m'en viens faire mon épicerie, puis la caissière, elle me parle un peu bête. Là, bang! Je m'emporte, puis etc. Puis, ben ça peut être aussi un biais de négativité. Hein? C'est qu'on a des sentiments peut-être déjà. Puis ça, c'est dans notre équipe aussi, on le vit. Quand on a des journées très stressées, on a de la difficulté à gérer toutes les priorités qui s'offrent à nous, tout ça. On est gestionnaire. Puis là, il y a un employé qui arrive dans notre porte, puis demande une question, puis tout d'un coup, pouf, l'émotion sort, puis on voit ça de façon négative, puis on répond à l'employé de façon négative. Donc, ça aussi, c'est un biais qu'il faut faire attention. Puis, donc, puis je suis certaine que je vous donne ces exemples-là, puis je suis certaine que il y a probablement des situations qui vous viennent en tête, que c'est comme, ah oui, c'est vrai, ça l'arrive. Le besoin de rapidité aussi, hein, c'est un besoin en tant que gestionnaire qu'on a souvent besoin. Il faut que les choses bougent, puis il faut que ça soit assez rapide. Le billet d'attribution, c'est souvent quelque chose qu'on on va attribuer l'erreur ou on va attribuer le problème à autre chose que soi. Je vous donne un exemple, par exemple, tu sais, quand on conduit la voiture, puis on se fait, je sais pas moi, il arrive, quelqu'un passe en avant de nous, ou on arrive à un stop, puis on arrive pour partir en même temps que l'autre personne, puis là, il faut mettre les freins assez rapidement. C'est très rare qu'on va dire, ah, c'est moi qui. Hein? Souvent, le billet de rapidité va être comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis, tu sais, ça va être notre réaction tout de suite parce qu'on a un besoin de rapidité, hein. Il y a quelque chose qui vient d'arriver. Donc, souvent, en tant que gestionnaire, ben, c'est quelque chose aussi qu'on fait souvent. Hein. Quand on éteint des feux ou des choses comme ça dans notre gestion, ben, souvent, on va attribuer ça pas à nous qui a ignoré le problème pendant 3, 4, 5 mois ou qui savait que telle chose fallait être travaillée ou etc. Non, non, on va attribuer à une chose externe qui est à nous, etc. Qu'est-ce qui est important quand on parle de relations interpersonnelles avec l'équipe et tout ça?
Euh, Dani Beaulieu, si jamais justement ça vous intéresse, on en parle beaucoup des relations interpersonnelles. Puis elle, ce qu'elle explique, c'est que c'est un des billets les plus dangereux, le billet d'attribution, parce que dans nos relations interpersonnelles, ça nous déresponsabilise du conflit. Parce qu'on va tout le temps aller mettre le conflit sur l'autre personne. Donc, par exemple, il y a un employé que la chimie se fait moins bien, ou etc. Bien, au lieu de voir ce que vous, en tant que gestionnaire, vous pourriez peut-être faire de positif pour aider la relation, bien, on va plutôt être dans le biais d'attribution puis dire ben, c'est lui qui ne fait pas les premiers pas, ou c'est lui qui m'écoute jamais, ou c'est lui qui fait ci, ou c'est lui qui fait ça, ou c'est elle qui fait ça, au lieu de dire OK, est-ce que la façon que moi je gère cette relation-là ou cet employé-là, est-ce que c'est la meilleure façon de le gérer lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime peut-être une approche différente? Donc, on évite de responsabiliser au niveau du conflit. Donc, le biais d'attribution peut être vraiment dangereux aussi pour les relations. Le biais des coûts irrécupérables aussi, c'est un biais où on pense ah ben je ne le changerai pas. Tu sais, admettons que vous avez un employé qui arrive souvent en retard ou etc. C'est comme ben lui, on sait bien, il n'y a rien que je peux faire. Il est fait comme ça. Je peux pas, il n'y a rien en mon pouvoir pour changer ce comportement-là. Donc, c'est un coût irrécupérable. Donc, on a souvent tendance à laisser aller les choses par ce biais-là, parce qu'on se dit, ben, il n'y a rien en mon pouvoir pour changer les choses. Puis encore là, c'est un besoin de rapidité. Hein. On ne veut pas attaquer nécessairement le problème ou etc. ou aller vraiment au-delà de ce qu'on a déjà fait. Donc là, on s'en lave les mains et on dit, ben, il n'y a rien que je peux faire. Donc, ça, c'est un petit peu les billets. Puis probablement que là, tu sais, au début, mon cadrage, là, que je vous disais que vous avez pas de billets, vous êtes objectif. Probablement, quand vous ayant vu certains, les sortes de billets qu'on peut avoir, je suis pas mal certaine que vous dites, ouais, finalement, je pense que j'en ai peut-être quelques-uns au travail. Donc, voilà. Donc, comment cultiver ces relations? Donc, c'est bon, on a vu les billets, vous avez probablement pris conscience que vous en avez certains au niveau euh, de votre entreprise, etc., et de vos relations. Donc là, je vous ramène ma caméra encore. Donc, souvent, hein, on a le cadrage de OK, oui, oui, je les comprends, mes billets. Tu sais, là, tu m'en as expliqué. Oui, 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 je les comprends. Puis je peux les corriger moi-même. Tu sais, je vais prendre ça en charge. Puis tout va bien aller. Puis à chaque fois, je vais en avoir un. Je vais me rappeler Véronique Dupont dans la formation qui dit ah oui, c'est vrai, telle chose. J'aimerais ça peut-être vous recadrer un petit peu encore, changer votre caméra d'angle. Euh, c'est vraiment qu'en cultivant ces relations significatives que vous allez être en mesure de voir mes anciens billets puis d'accorder de la valeur aux personnes qui m'entourent. Donc, c'est en cultivant vos relations avec vos employés, en allant mettre du positif dans ces relations-là, que vous allez pouvoir changer ces billets-là. Hein, comme quand je parle comme madame hein, qui a embauché la dame qui était enceinte, c'est qu'en cultivant cette relation-là avec cette personne-là, qu'elle va peut-être aller voir, ah, ben, quand finalement, elle est super performante, ça va bien, etc., que là, elle va réaliser que, OK, oui, j'avais vraiment un billet envers cette personne-là. Parce que c'est facile d'aller dire, ah oui, OK, je suis dans un billet, ou etc., mais qu'est-ce que vous allez faire à propos de ce billet-là? Allez-vous aller voir la personne? Allez-vous essayer d'améliorer la relation? Allez-vous essayer d'aller. Donc, c'est vraiment en cultivant vos relations que vous allez être en mesure vraiment d'aller enlever ces billets-là et d'aller ajouter du positif à vos relations avec vos employés. Donc, dans le fond, l'appartenance au travail, hein, comment qu'on peut développer ça, qu'il y ait vraiment une chimie, une relation avec les employés et tout ça? Ben vraiment, c'est de la diversité, intégralité, de l'appartenance, de l'engagement, de l'équité. Puis vraiment des indicateurs d'appartenance hein, chez vos employés. Ben, ça va être vraiment le vocabulaire. Hein. Il y a quelques mois, j'avais fait un atelier avec les chambres de commerce dans ma région. Il y a un employeur qui m'a dit oui, le vocabulaire, je comprends qu'est-ce que tu veux dire parce qu'il dit quand les gens sentent qu'ils sont appartenance au travail, ils vont commencer à parler au on. Ils vont dire on a un problème. Nous, nous allons faire ci.
Donc, ils parlent comme au nous, puis ils sentent vraiment que c'est comme moi et eux. Tu sais. Fait qu'il dit le vocabulaire est vraiment, vraiment, vraiment important, puis ça a vraiment un gros impact sur comment que les gens voient. Donc, vous, en tant que gestionnaire, tu sais, si vous parlez toujours au je, tu sais, j'ai fait ce projet-là, j'ai fait ci dans l'entreprise, ben vos employés ne sentent pas qui, hein, parce que vous avez vu, hein, l'implication est très importante. Donc, si vous commencez à parler au nous, tu sais, on va faire ce projet-là ensemble, on va faire, ben juste ça, ça va peut-être changer un peu la perception de vos employés qui deviennent un petit peu comme votre bras droit sur tout ce que vous faites. Sur les politiques et procédures, hein, ça, c'est normal, là, des politiques de diversité, des politiques aussi au niveau de l'harcèlement au travail, etc. C'est sûr que ça peut encadrer les relations, encadrer les comportements. Puis aussi, vraiment avoir une représentation aussi peut aider là, à avoir un sentiment d'appartenance. Donc, j'aimerais ça pour que vous puissiez un petit peu travailler vos relations, puis essayer d'aller enlever ces biais-là, puis d'aller mettre du positif, dans le fond, dans vos relations d'équipe. Essayez un petit peu, des fois, de vous mettre à la place des autres, hein, de vous mettre à la place de vos employés, puis de dire, OK, si j'amène cette nouvelle-là ou si j'amène ce projet-là d'une telle façon, comment eux vont le percevoir? Est-ce qu'eux ont des billets aussi? Tu sais, ça, c'est important. Euh, Comment est-ce que je peux l'amener que je vais ressentir que ça va passer peut-être d'une façon un peu plus positive? Apprenez les histoires des autres aussi. Hein, ça, c'est important. C'est pour ça que je vous disais hein, d'aller vers l'autre, d'aller cultiver ces relations. Tu sais, au lieu de dire, par exemple, l'employé, quand vous rentrez le matin, il y a une face de bœuf, vous ne souriez pas, vous ne regardez pas, vous ne dites même pas bonjour, ben, c'est d'aller, au lieu de dire, bah, on sait bien, elle a tout le temps quelque chose, nanana, ben, au lieu, c'est vraiment d'aller apprendre puis de dire, hey, 2 minutes, m'arrêter à son bureau, m'aller demander, comment tu vas ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Puis là, d'un coup, on va peut-être aller voir puis d'apprendre. Ah, ben là, j'ai peint de la misère avec mon plus vieux, là, il veut pas se préparer le matin, ça va mal, da, da, da. Donc là, hein, oups, voilà, notre billet vient de partir, puis là, on vient d'apprendre. Ah, c'est ça. Donc, allez vers vos employés, essayez d'aller apprendre leur histoire, d'où vient peut-être les comportements, au lieu de juste aller dans le billet et dire, bon, c'est bien. Continuez à explorer aussi, continuez à cultiver ces relations-là, d'aller apprendre à les connaître. Augmenter vos rapports, vos apports, votre réseau aussi. Hein. Poser des questions, hein, comme je vous ai dit tantôt, hein, aller voir est-ce que ça va, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider, comment vont tes enfants, comment ça va. Tu sais, si vous savez, par exemple, que, je ne sais pas moi, elle a une petite fille, puis la petite fille commence l'école, puis dit, ah, hey, puis comment ça a été la rentrée scolaire? Tu sais, donc, aller poser des questions pour aller voir, puis aller peut-être dénicher, euh, puis d'aller enlever, là, dans le fond, ces billets-là. Écoutez, écoutez, écoutez. Ça, je ne le dirai jamais assez souvent hein, quand on vous partage quelque chose ou hein, essayez pas d'avoir les billets puis de dire Ah, ben là, elle, blablabla, puis on n'écoute pas. Puis souvent, on pense qu'on écoute, mais on écoute pour pouvoir répondre. Donc, on écoute, mais on a déjà notre réponse dans la tête de ce qu'on va dire à l'employé. Donc, ça, ce n'est pas de l'écoute. Et aussi équilibrer le pouvoir. Hein. Vous n'êtes pas le pouvoir absolu. De voir, ah ben toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, comment tu ferais ça de bord? Tu sais, si t'es pas, admettons que la personne n'est pas d'accord, et ça, ben OK, comment tu le ferais toi? Puis peut-être que vous allez être surpris que leur idée va peut-être être comme, sais-tu, t'es pas fou ou t'es pas folle? Ça serait peut-être pas pire, on va l'essayer. Donc, vraiment, aller travailler ça va vraiment aider à cultiver les relations puis à vous aider à gérer vos billets. C'est tous des petits trucs là, que vous pouvez utiliser. Donc, je voulais aussi vous présenter brièvement, là, il y a différentes relations aussi que vous pouvez avoir avec vos employés au sein de votre entreprise. Donc, il y a peut-être certains employés, vous avez peut-être une relation qui est plus coach. Euh, donc, coach, ben, c'est vous fournissez des conseils pour leur développement professionnel. Hein, c'est
souvent juste sur des compétences générales, comme par exemple leur dire, ben, il faudrait peut-être que tu fasses preuve un peu plus d'écoute active ou des choses comme ça, plutôt que vraiment des compétences techniques, hein. Donc, c'est des gens que vous allez coacher dans l'entreprise à justement améliorer leurs relations ou être peut-être plus à l'écoute de leurs coéquipiers ou d'utiliser leurs forces aussi dans l'équipe, tu sais, leur dire, hey, écoute, toi, je sais que tu as une super de bonne écoute active, tu sais, lâche pas, etc. Et qui dirige la relation quand vous êtes en relation de coaching? C'est vraiment, vous avez tous les deux, hein, la responsabilité de diriger la relation, vous et l'employé. Euh, Puis vous pouvez autant initier la communication quand vous avez besoin d'aide aussi. Euh, le coach, dans le fond, peut aussi communiquer avec vous. Donc, c'est vraiment hein, comme c'est donnant-donnant. Puis l'action aussi, ben, c'est fournir vraiment de la rétroaction pour votre développement professionnel en dehors du processus officiel d'évaluation de rendement. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous voulez développer à s'améliorer, mais du côté peut-être plus personnel, travailleur d'équipe ou etc. Mentor, ça c'est peut-être une autre relation que vous avez, ben, c'est vraiment un mentor guide de manière formelle, informelle, dans vraiment la carrière professionnelle. Donc, c'est vraiment pour offrir des conseils pour orienter les choix de décision de carrière. Puis, qui dirige la relation, ben, c'est la personne hein, qui est mentorée. Puis, c'est vraiment le mentor va réagir et répondre aux besoins. Donc, il y a peut-être des employés dans votre entreprise que vous jouez peut-être plus un rôle de mentor. Donc, ils vont aller vous voir pour OK, ben là, j'ai ça, je suis stock, qu'est-ce que je fais? Puis là, vraiment, vous allez répondre à leurs besoins. Le parrain, ben, c'est plutôt quelqu'un que peut-être vous allez parrainer. Donc, c'est euh, vraiment quelqu'un qui a une personne qui a une grande influence. Vous avez une grande influence. Puis vraiment qui va aider à obtenir des projets de grande visibilité, une promotion, un emploi. Donc, c'est vraiment quelqu'un que vous allez parrainer puis dire, OK, ben toi, je te vois devenir mon numéro 2 ou je te vois devenir chef d'équipe ou etc. Puis vraiment, qui dirige la relation, ben, c'est vous, hein, c'est la personne qui parraine. Puis c'est vraiment le but de cette relation-là, c'est faire valoir les intérêts dans de nombreux contextes, même dans les coulisses. Ça favorise vraiment l'avancement de la personne vers un poste qui est peut-être plus haut. Puis vous allez vraiment devenir le champion là, de cette personne-là pour vraiment l'aider à dire, t'es capable, let's go, je crois en toi, etc. Donc, voici les différents types de relations, dans le fond, là, que vous pouvez développer. Donc, choisir le courage. Donc, qu'est-ce que le courage? Encore là, je sors ma caméra vidéo. Donc, le cadrage souvent que les gens ont, c'est si je travaille sur les billets, ça va juste créer davantage de division. Comme par exemple, tu sais, si je commence à dire de cette personne-là, ben non, tu sais, elle est correcte, tu sais, moi avec moi, nanana, ben là, que ça va faire comme, ben, on sait bien, toi, c'est ta chouchou, puis ta. Puis là, on dirait qu'on a peur hein, de cultiver des relations parce qu'on se dit, ben là, ça va faire des jaloux, ça va faire de la division dans l'équipe, etc. Ce que j'aimerais que vous recadrez, puis que ce que vous pensez, c'est quand vous travaillez efficacement sur vos billets, c'est vous créer un espace où tout le monde est valorisé, puis peut donner le meilleur de lui-même. Donc, quand on est valorisant, vous avez vu là, mes zones de haute performance, c'est que si on va à l'encontre de ces billets-là, puis on amène la personne vers le positif, puis on cultive cette relation-là, puis on essaye de les chercher de la haute performance, bien, c'est ce qu'on va réaliser, c'est que tout le monde va se sentir valorisé, tout le monde va se sentir mieux, puis le climat en général va s'améliorer aussi. Donc, qu'est-ce que le courage? Donc là, je sais qu'il y a juste moi et Léla, mais j'aimerais ça que vous pensiez à ce moment-ci du vidéo. À quel mot pensez-vous quand on dit le mot courage? Donc là, moi, j'ai mon image de lion. Euh, donc, c'est le courage pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment de devenir un lion parce qu'un lion, c'est noble. Hein. C'est capable de prendre la défense des gens. C'est capable d'être courageux au moment opportun où se l'est. Puis moi, c'est vraiment comme ça, je vois le courage. Hein. C'est d'aller à l'encontre, même si on sait qu'on va avoir des embûches, hein, même si on le sait que peut-être que le chemin pour s'y rendre, ben, il y a peut-être une petite forêt hein, en passant pour se rendre de l'autre côté. Mais le courage, c'est ça, hein, c'est de dire, OK, ben let's go, on va passer à travers, on va contrôler ces embûches-là, mais on sait que la lumière hein, est de l'autre côté.
Donc, pensez-y, prenez quelques secondes, puis à quel mot vraiment vous pensez quand on vous dit le mot courage. Donc, quand je parle de courage au niveau de vos relations puis au niveau de vos billets, qu'est-ce que je veux dire? Ben, de un, c'est courage identifié. C'est pas tout le temps facile de se dire hey, j'ai peut-être tort. J'ai peut-être été trop vite dans mes conclusions. J'ai peut-être un rôle à jouer dans cette relation-là. C'est souvent ça qu'on a de la difficulté à identifier, c'est qu'on se responsabilise de ces relations-là, puis qu'on se dit oui, j'ai un rôle à jouer. Donc, c'est vraiment de remarquer quand les biais se produisent, puis de faire une pause, puis de s'interroger, puis de dire, OK, est-ce que là, je suis en train de tomber dans un biais? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire? Puis c'est vraiment d'aller vérifier ses suppositions. Comme quand je parlais, curiosité, aller poser des questions, puis d'aller voir, OK, est-ce que j'ai raison ou c'est moi qui hallucine ou c'est moi qui est en train de me faire un gros bateau? Des fois, on a tendance à faire ça dans les relations. Avec nos billets, ben là, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Puis là, d'un coup, on devient bête avec la personne ou on agit d'une certaine façon, puis ça s'est fait tout seul. C'est juste parce que nous, on a tellement été dans nos histoires ou etc. que ça va venir changer la façon qu'on agit avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment d'aller vérifier ses suppositions, peut-être est-ce que j'ai vraiment raison ou je suis peut-être dans le champ ou quelque chose comme ça. C'est vraiment après ça d'aller apprendre de ça puis dire OK, là, j'ai eu ma leçon, je comprends. Le courage d'affronter aussi, donc de remédier au biais. Donc, c'est faire passer, premièrement, son bien-être en premier, d'écrire son expérience, d'apprendre de vos expériences, construire une communauté, de ne pas avoir peur de dire, regarde, moi, vous êtes toutes égales, vous êtes toutes pareilles. Je sais que chacun, vous vivez vos histoires, chacun de vos côtés, mais je vais vous aider à passer à travers ça. Contrebalancer les forces négatives, parce qu'on le sait, biais au sein du groupe, j'en ai parlé tantôt. On entend souvent des pi, 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 tu sais, dans le bureau, là, il y en a un, mettons, que le matin, bon, ben, Jocelyne n'a pas dit allô à Roxane. Bon, ben là, Roxane, elle s'en va dans le bureau de Linda. Quand elle arrive, hey, as-tu vu Jocelyne un matin? Elle était bien bitch, elle m'a même pas dit allô. Là, Jocelyne n'a même pas vu Linda, mais Linda a déjà une négativité envers Jocelyne ce matin-là parce qu'elle se dit, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Donc, en tant que gestionnaire, c'est d'aller contrebalancer ces forces négatives-là, puis de vous d'aller voir Jocelyne, dire hey, ma belle Jocelyne, comment ça va? Est-ce que, puis là, comme tu vas, ben, tu te dis, ah, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Puis là, les autres, tu sais, c'est d'aller contrebalancer, dans le fond, les forces négatives. Là, je prends un exemple simple, mais c'est parce que, tu sais, on voit un peu le genre là, de ce que je veux dire. C'est de vraiment de sticker à sa stratégie, puis de la suivre, puis de dire, OK, je vais, à partir de maintenant, quand je vois du négatif ou quelqu'un qui parle en négatif, ben, je vais être la personne qui va prendre mon courage à deux mains, qui va dire, hey, écoute, ta caméra est peut-être pas bien cadrée. Tu sais, peut-être aller la recadrer, puis d'aller voir autre chose. Le courage de soutenir aussi, donc d'aider les autres en matière de billets, donc de soutenir votre équipe, puis d'apprendre aussi qu'eux ont des billets. Donc, étendre une invitation, s'unir avec d'autres, donc d'autres gens que vous savez que d'autres aussi sont dans la même veine que vous. Offrez votre soutien aussi et coach, mentor, parrain, comme je parlais tantôt. Puis aussi, vous pouvez former vos employés à ces billets-là, puis qu'ils les reconnaissent, puis qu'ils apprennent c'est quoi, puis comment ça fonctionne, puis comment ils peuvent s'aider eux aussi à les reconnaître et à changer leur comportement. Courage de défendre aussi, donc partager son histoire, prendre la parole, comme je vous disais, là, verbaliser les désaccords, prendre responsabilité de la relation, puis d'aller voir l'autre, puis de dire hey, écoute, je sais que ce matin, j'ai peut-être été un peu bête, mais je veux juste t'expliquer que là, je suis sous beaucoup de pression, puis puis tu sais, de verbaliser le désaccord qu'il y a, puis d'aller vers l'autre quand il y a des conflits. Donc, ça, c'est vraiment ce que je veux dire par courage. Tu sais, ça prend quand même un certain courage pour aller travailler sur ces choses-là. Puis, comment qu'on met ça, dans le fond, en œuvre dans notre recrutement, dans notre gestion? Donc, le cycle de gestion des talents, souvent, qu'est-ce qu'on pense?
euh, est un élément obligatoire de la législation des politiques en matière de ressources humaines. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'avoir des politiques, des procédures. Puis moi, ben, je fais juste suivre la politique. Hein. Il faut qu'on ait des politiques sur la diversité, sur l'harcèlement, sur ci, sur ça. Donc, moi, ben, hein, je n'ai pas le choix. Euh, Ce que j'aimerais que vous recadrez, c'est, oui, la cycle de gestion des talents est guidée par la législation des politiques en matière de ressources humaines, mais en tant que dirigeant, je peux influencer et avoir un impact sur l'expérience des employés à chaque étape du cycle de gestion. Donc, tout dépendamment de votre ouverture, hein, de la relation que vous allez bâtir, du climat que vous allez faire, vous pouvez avoir un impact sur l'expérience des employés dans votre entreprise, puis comment ils se sentent à travailler dans l'équipe, d'avoir un impact sur les relations en général de chaque employé. Donc, dans le fond, hein, le cycle, ben, c'est sûr que premièrement, hein, on est embauché. Donc, on est dans l'engrenage, on est embauché, on commence. Puis souvent, qu'est-ce qu'un employé aussi veut faire? Ben, c'est monter en grade. Hein. On ne travaille pas à quelque part pour avoir tout le temps. Ben, il y en a que oui, c'est ce qu'ils veulent, mais la plupart, ben, à un moment donné, vont vouloir un nouveau défi. Puis il y en a que ça va être un poste plus haut. Il y en a que ça va être, ben, peut-être que j'aurais besoin d'un projet autre, tu sais, ou peut-être que j'aurais besoin d'avoir un petit défi, tu sais, qui me donne un peu plus de responsabilité dans mon rôle, ou etc. Puis vraiment, la plus grosse roue, ben, c'est vraiment de commencer à contribuer puis s'impliquer dans l'entreprise. Puis tu sais, il y en a que ça peut être, ils ont toujours fait les mêmes tâches. Ça a toujours été ma comptable, elle a toujours fait ça, elle a toujours fait ce qui était demandé. Puis là, de dire, hey, qu'est-ce que tu en penses si tu partagerais tes connaissances à un autre collègue parce que toi, tu approches de la retraite, tu sais, puis ça peut être quelqu'un qui devient un parrain ou un mentor, hein, puis un coach, hein, on l'a vu aussi, un coach peut coacher, pas nécessairement sur les compétences techniques, mais peut-être dire, oh, elle, tu sais, cet employé-là, là, tu sais, comment on dirait qu'elle a de la difficulté à s'intégrer à l'équipe, elle est gênée. Qu'est-ce que tu en dirais, toi, de devenir son coach puis de l'aider à intégrer, tu sais? Fait que c'est tout ça aussi comme vraiment le processus d'inclusion dans l'équipe puis l'établissement aussi de relations entre les employés. Donc, des petites idées que je vous ai mis comme ça. Ben, l'embauche, le recrutement, ben, c'est peut-être examiner des possibilités de partenariat, considérer l'avenir du travail, puis vous donner pas seulement aux instincts. Hein. Souvent, comme je vous disais, là, nos billets, on a l'instinct que cette personne-là, ça passe pas ou on n'a pas une bonne impression, etc. Mais fiez-vous plutôt aux données. Hein. Est-ce qu'elle a vraiment les compétences? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne m'a peut-être pas partagées ou qu'elle m'a partagées, puis moi, je n'ai pas vu positif parce que j'avais un billet. Optimisez aussi vos descriptions de poste. Créer des comités d'entretien formés. Autoriser des compléments au CV. Tu sais, j'ai des employeurs maintenant qui disent écrivez-nous une histoire, pourquoi que vous vous voyez ici. Fait qu'il y en a vraiment des employeurs qui vont comme pour aller voir peut-être plus la personnalité de la personne ou pour aller voir autre chose. Aussi, les avantages sociaux, voir, OK, est-ce qu'on est vraiment inclusif? Est-ce qu'il y a des choses au niveau de notre inclusivité qu'on pourrait changer? Aussi la rémunération, hein, est-ce qu'on a une rémunération juste et équitable? Puis aussi, à autoriser peut-être une certaine flexibilité aussi, puis des négociations. Hein. Si jamais, par exemple, moi, j'ai vu des employeurs qui disaient, ah, ben, nous, ça a toujours été 60-40, les employés ont toujours payé 40 des avantages sociaux, blablabla. Bla, 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 bla. Ou j'ai vu des employeurs qui disaient, ben, nous, on offre juste le plan individuel. On couvre juste le plan, on paye juste pour couvrir individuel. Puis là, ben, ils ont réalisé qu'à un moment donné, on commence à avoir beaucoup de jeunes familles, des employés qui ont des jeunes familles, qui ont des conjoints, etc. Puis là, ben, on paye juste l'individuel. C'est plus bien adapté à nos employés, qu'est-ce qu'ils représentent, tout ça. Puis là, ils ont dit, OK, ben finalement, savez-vous quoi, gang? On va commencer à payer le forfait familial. Donc, tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qui peuvent aider là, au niveau vraiment de l'embauche là, à être représentatif de ce que vous offrez à vos employés. Tu sais, j'ai vu aussi des entreprises qui disent, ah ben là, tu sais, on commence à avoir beaucoup de jeunes familles, mais beaucoup d'employés ont des parents vieillissants. Ah ben, qu'est-ce que vous en pensez si on instaurait un congé de compassion?
pour prendre soin d'une autre personne, que ce soit un enfant, que ce soit une personne vieillissante, etc. Donc, c'est vraiment d'adapter ce que vous offrez à vos employés selon leurs besoins. Aussi l'intégration, ben, tout le monde, hein, peut-être a besoin d'une visite guidée de l'entreprise. Tout le monde peut-être tout mettre un parrain à toutes les nouvelles embauches pour mieux intégrer. Créer un protocole comme qu'est-ce que la personne fait sa première journée, sa deuxième journée, sa troisième journée, qui qu'elle doit rencontrer dans l'entreprise hein, pour déjà, paf, ouvrir la porte à des relations avec des collègues de travail. Ça peut être à l'horaire. Bon, ben, tu vas aller passer 15 minutes avec cette personne-là pour savoir, oui, qu'est-ce qu'elle fait dans l'entreprise, mais apprendre à la connaître aussi. Donc, ça peut être toutes des choses comme ça que vous pouvez faire en tant que gestionnaire d'entreprise. Procéder à des sondages éclairs aussi, hein, savoir comment ça se passe, etc. Des moyens ludiques aussi, des tableaux de bord, étendre l'inclusion au dehors, communiquer des victoires aussi, hein, quand il y a un bon coup dans l'entreprise, ben, de le partager à toute l'équipe. Hein. Telle personne a bien travaillé avec telle personne, ça a eu un succès, de communiquer ces choses-là. Puis les promotions aussi, ben, gérer les performances, hein, favoriser des contacts fréquents dès le début, hein, d'aller voir les employés, puis comment ça a été ta première journée, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire, etc. Euh, Déterminer peut-être des objectifs ensemble aussi qui vont peut-être inciter eux à se dépasser, puis ça peut être fait avec tous les employés. Puis d'avoir vraiment un plan de relève aussi, hein, comme je parlais tantôt, d'identifier peut-être quelqu'un qui peut devenir un coach ou un parrain ou un mentor envers une autre personne pour justement aider à votre plan de relève. Donc, la ressource que j'ai utilisée pour monter l'atelier d'aujourd'hui, si jamais ça vous tente de le lire en plus en profondeur, c'est vraiment le guide du dirigeant pour les biais inconscients. Donc, comment corriger ces biais, cultiver ses relations, puis créer vraiment des équipes plus performantes. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous le procurer là, un peu partout. Donc, voilà. Donc, merci Léla, ce qui conclut ma présentation de ce matin. Ben, un grand merci, Véronique. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, ce que j'ai entendu aujourd'hui, oui, c'était intitulé Cultiver nos relations pour une meilleure gestion au sein du travail, mais la vérité, c'est que c'est les biais, le courage sont tous deux de très gros concepts et j'ai l'impression que moi, ce qui résonnait dans ma tête, c'est des leçons qui vont bien au-delà du cadre du travail. J'ai envie de dire que l'atelier aurait pu être intitulé Comment cultiver un climat de paix avec un P majuscule, un climat de bienveillance et de bien-être. Voilà, parce que nous, ce qu'on recherche à la fin de la journée, quand on a fini notre travail, c'est de se sentir bien. On arrive en étant bien et on a envie de sortir du travail après plusieurs heures en étant bien. Et donc, comment cultiver justement ce bien-être, cette bienveillance, ce climat de paix? Je pense que c'est vraiment très important. Et comme j'ai dit, c'est des leçons qui vont au-delà du cadre du travail, tout ce qui se passe dans le monde. Les biais, c'est souvent la source de terribles conflits. Le courage de dire non, on s'est trompé, non, on peut changer. Le courage aussi, c'est quelque chose vraiment de guérisseur. Voilà, merci beaucoup de nous avoir partagé cette sagesse ce matin et j'espère que nos amis qui verront ce webinaire pourront aussi en profiter. Et finalement, j'aimerais aussi dire que ton webinaire pourrait vraiment être la base pour, il faut vraiment mettre ça dans le processus d'accueil de nouveaux employés et et souvent le répéter aux employés qui sont présents parce qu'on oublie. Oui, on a des politiques, comme tu l'as dit, sur le harcèlement, sur les handicaps, sur ceci, Mhm. cela, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment des politiques sur justement ce climat de paix, sur les biais? Non. Moi, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Jamais on nous a parlé de ces histoires de biais ou de courage ou quoi que ce soit. Bref. Donc voilà, un grand merci à toi et Véronique, et on espère te revoir pour un prochain webinaire où tu pourras nous partager toute ta sagesse et ton savoir. Donc voilà, à très bientôt. À bientôt.